Encore une fois. Voilà, donc c'est en ordre. Donc on est en ligne sur la page Facebook de l'association Droit et Liberté. Un petit rappel, Droit et Liberté est une ASBL qui vise à assurer l'effectivité des droits et libertés des citoyens. Ils exercent, outre les actions judiciaires contre les actes qui vont à l'encontre des intérêts des citoyens, mais également organisent des conférences pour les citoyens sous l'angle juridique, médical et autres, rédige des lettres juridiques à l'attention des membres de l'association Droit et Liberté, mais également met en place des activités dans l'intérêt des membres pour justement contre cette gestion de crise qui met à mal les habitudes des citoyens, comme par exemple les partenariats avec les agriculteurs, mais également la mise en place d'un syndicat pour le personnel soignant et le corps médical. Alors, aujourd'hui, on est dans la Minute de Paolo, tous les mardis à 17h. Des citoyens nous ont interpellés, dont Nicolas ici présent. La thématique porte… Bonjour Nicolas. Alors, bonjour à tous. Voilà, je présente Nicolas, citoyen, membre DL, qui a rencontré une problématique. Le docteur Bécart ici présent. Docteur, merci d'être présent. Et nous avons le docteur Bate, médecin généraliste, également présent pour répondre. Merci à vous, docteur, d'être présent à la Minute de Paolo. Voilà, la thématique d'aujourd'hui portera sur la question de l'utilisation des tests PCR dans les écoles. Pour rappel, il faut savoir que lorsque un enfant a eu un contact, on va dire, à haut risque dans les écoles, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réglementation qui est différente suivant qu'on est en primaire, en maternelle ou en secondaire, et suivant qu'on est vacciné ou non. Et donc, en fonction de ça, en fonction qu'on soit vacciné ou non, bien évidemment, les règles sont différentes. Et donc, le but ici aussi des médecins, c'est de pouvoir expliquer si cette mesure est conforme à la science médicale. Alors, Nicolas, exposez peut-être qui êtes-vous et quel est le problème auquel vous avez été confronté. Voilà, donc je suis papa de 2 enfants, dont mon grand qui fait sa première année en secondaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lundi dernier, l'école m'a sonné pour me dire qu'il fallait que je vienne rechercher mon fils parce qu'il était cas contact au risque. Bon, soit je vais rechercher mon gamin à l'école. Et donc, par la suite, on m'envoie tout un tas de certificats de quarantaine, enfin de protocoles. Et je m'aperçois que, étant donné qu'il est contact au risque, il est en quarantaine pendant 10 jours, qu'il doit faire un test PCR donc, dans les 3 jours qui suivent la contamination. Donc, la contamination était arrivée le vendredi. Donc, ça fait déjà 3 jours que ça s'était passé. Et donc, on me dit de faire un test PCR au plus vite, chose que je fais le mardi. Donc, mardi matin, donc je prends rendez-vous lundi. Mardi matin, je fais un test PCR. Déjà, petite information par rapport à ça. Je ne suis pas pour, enfin, au niveau des enfants, faire des tests dans le fond du nez, des nasopharyngés. Donc, oui. Étant donné que je ne connaissais pas le protocole, comment ça se passait, ma première question, c'était est-ce que je peux faire autre chose que d'aller lui mettre le coton-tige loin dans le nez? Et effectivement, il faut que vos auditeurs sachent qu'ils ont la possibilité, on a la possibilité de faire différents tests, dont un test oropharyngé. Donc, on va juste chercher dans le fond de la gorge. Donc, mon médecin m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Donc, j'ai fait un test le mardi qui s'est révélé négatif donc au soir. Et entre-temps, je reçois des protocoles expliquant que voilà, mon enfant, il y a 2 solutions. Soit il est complètement vacciné. Si le premier test est négatif, votre enfant peut interrompre la quarantaine et retourner à l'école. Par contre, s'il n'est pas vacciné, il faut qu'il fasse un deuxième test dans les 7 jours et reprendre l'école 10 jours après, quoi, au final. C'est ça. Donc, oui, et donc, et votre enfant, il a fait le deuxième test ou pas? Oui, j'ai fait faire le deuxième test donc vendredi, oui. Vendredi matin. Oui. Et donc, bon, bah, le test est négatif. Et il a repris l'école que lundi.
Alors, il faut dire que, voilà, nous, on est une famille qui est quand même responsable. Si on a un enfant qui est malade, qui a des symptômes, et en plus qui a été cas contact, c'est clair qu'on ne va pas le remettre à l'école. C'est du bon sens, c'est logique, quoi. Mon gamin, voilà, il a été cas contact le vendredi. Le lundi, bon, tout le week-end, il n'a fait aucun symptôme. On m'a imposé ce protocole. Ne sachant pas juridiquement ce qu'il était faisable de faire ou pas, je me suis dit, on va quand même faire le premier test. Comme ça, on est tranquille, même s'il n'a pas de symptômes. Comme ça, c'est clair, c'est cadré. Mon gamin est négatif au bout de 4 jours, donc je me dis, il doit reprendre l'école. Automatiquement, il n'a pas de symptômes, il n'est pas malade. Et donc, si j'ai bien compris, pendant une semaine ou 10 jours, votre enfant, en raison de cette quarantaine, n'a pas suivi les cours, si j'ai bien compris. En fait, je l'ai remis à l'école, moi, le jeudi. Donc, il a reçu son test le mardi soir, comme quoi c'était négatif. Le mercredi, il avait 2 heures de cours, donc je n'ai pas voulu le remettre. Et le jeudi matin, je me suis dit, bon, écoute, il ne peut pas commencer l'année en commençant à louper une semaine. L'année dernière, ça a déjà été chaotique au niveau de l'enseignement. Ils ont eu des mois d'arrêt et tout ça. Enfin, soit c'est sa première année secondaire, donc je ne veux pas qu'il commence à décrocher quand il arrive au secondaire. Donc, je me dis, je vais te remettre jeudi à l'école. Jeudi matin, donc je le remets à 8h30 et à 9h, donc j'ai un coup de téléphone de son éducatrice qui se présente. Et la toute première question qu'elle me pose, c'est: votre enfant est-il vacciné? Bon, déjà, un peu surpris de la question. Je lui réponds que cette question est illégale, je vais dire. Il y a un secret médical, ils n'ont pas posé cette question. Donc voilà, moi, je suis resté en disant vous n'avez pas à connaître l'information de toute façon. Et je lui demande comment se fait-il que ses camarades d'école, parce qu'ils étaient 8 concernés par ce contact à haut risque, ses camarades d'école avaient repris l'école le mercredi. Et elle m'a répondu, les autres enfants sont vaccinés. J'ai dit, madame, ça c'est une information que vous n'avez pas à connaître déjà. Maintenant, si les parents vous la donnent, c'est une chose, soit moi je n'ai pas à vous la donner. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mon gamin est négatif, il n'a pas de symptômes, tout va très bien. Pourquoi un enfant qui est vacciné doit retourner à l'école plus vite, alors qu'ils sont soumis eux aussi à un deuxième test après le 7e jour? Donc le protocole, je veux dire, reste plus ou moins le même, sauf que si vous êtes vacciné, vous pouvez reprendre l'école plus vite. J'ai posé la question à mon médecin pour savoir ce qu'il en pensait. Hormis qu'il m'a expliqué qu'ils ont eu une fois le cas qu'un enfant était négatif, a été testé positif par la suite, mais ce qui peut être logique parce que voilà, en une semaine de temps, si vous croisez d'autres personnes et vous vous faites infecter, vous pouvez être négatif le lundi et puis positif le vendredi. Mais cette question au niveau médical, on va les aborder maintenant. Hein. Donc, 2 médecins sont là justement pour répondre à l'approche médicale des choses. Mais donc, si j'ai bien compris, en substance, concrètement, ce que vous considérez comme étant excessif et non justifié ni en fait ni en droit, c'est non seulement on vous demande si votre enfant est vacciné ou pas, alors que ça relève du secret médical et ça relève de la vie privée des gens. La deuxième, c'est que vous vous dites, mais tiens, mais pourquoi un enfant vacciné a plus de droits qu'un enfant non vacciné, alors qu'en réalité, l'enfant vacciné peut contaminer et être contaminant. Et troisième chose, finalement, on risque de faire perdre finalement le droit à l'enseignement pour tout un chacun, pour tous les enfants, et pourquoi eux peuvent continuer à suivre ou pas. Ce sont des questions qu'on va poser au docteur Beckart et au docteur Bate. Mais docteur, d'abord, concrètement, est-ce que ça a du sens ou pas de faire un test PCR à des enfants inférieurs à 12 ans ou supérieurs à 12 ans, alors que les enfants non seulement ne sont pas contaminants, en tout cas difficilement contaminants, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'effectivement les enfants transmettent difficilement la maladie, peuvent la transmettre, mais pas comme les adultes. Et puis la deuxième chose, ils ne développent pas les formes graves de maladie. Est-ce que ça a du sens, docteur? Je laisse d'abord la parole à mon collègue, Dr. Bate. Docteur Bate, on vous écoute. Merci. Donc, c'est Nicolas. Oui. Écoute, c'est assez touchant ce qui vous arrive et je trouve que vous avez raison de réagir parce que je ne vois pas vraiment pourquoi les enfants vaccinés peuvent retourner et pas votre enfant.
et exactement par ce que Paolo dit, que les enfants vaccinés peuvent beaucoup plus facilement, d'ailleurs, rester négatifs au test, mais quand même rester contaminants. Et donc, je pense aussi qu'on voit maintenant que cette protection est très relative que donne ce vaccin. Et c'est en fait pour moi une ruse pour essayer de faire convaincre plus de parents de faire vacciner leurs enfants pour qu'ils ne ratent pas des jours de scolarité. Ce que je trouve est très, très grave parce qu'il s'agit bien sûr d'un produit expérimental qui n'a pas prouvé son sécurité. Et chez des jeunes de cet âge-là, on a plus de problèmes d'hospitalisation et de difficultés avec eux quand ils ont subi ce traitement médical expérimental que quand ils ne l'ont pas reçu. À cet âge-là, effectivement, le danger d'un COVID est faible. Alors, est-ce que le test a de sens? Elle a eu cette test, elle a eu du sens dans le sens qu'on est dans une pandémie qui est considérée comme grave et dangereux, et le test PCR est extrêmement sensible pour détecter une sorte de petit foyer où est-ce que circule cet virus. Je pense que dans un point de vue de la société, on aurait pu donc chercher ces foyers, peut-être même dans les eaux usagées, de trouver le virus comme ça pour chercher des foyers où ça se trouve. Et je trouve que le test PCR a un rôle, un sens. Elle est extrêmement sensible, trop sensible. Je pense qu'elle a été, et il y a eu dans le nombre de cycles qui ont été utilisés en Belgique, il y a eu énormément de gens qui ont testé positif et qui ont raté des jours de scolarité et leurs collègues à l'école aussi, tout simplement parce que le test était trop sensible. Donc, ce que vous voulez dire par là, docteur, et donc en gros, ce que vous voulez dire, c'est que non seulement l'utilisation du test par rapport aux enfants, c'est un peu, ce n'est pas quelque chose de nécessaire parce que finalement, ils ne développent pas de forme sévère de maladie et ils sont peu contaminants vis-à-vis des autres, mais surtout aussi que le test PCR n'est pas fiable en tant que tel. C'est ça que vous voulez dire? Il y a une des premières questions à se poser, c'est les enfants à l'origine qui avaient testé positif. Est-ce que eux, ils étaient symptomatiques? Est-ce qu'ils avaient un COVID pur et dur qu'on peut reconnaître comme une tableau de COVID? Et quand on a des tests positifs dans une école, c'est vraiment une des questions à se poser. Si les enfants qui ont testé positif sont malades. Quand ils ne sont pas malades, il y a une petite possibilité qu'on se trouve avec des faux positifs ou des très faibles circulations de virus qui sont peu contaminants et qui ne valent pas la peine d'arrêter la scolarité pour toute une classe. Donc ça a du sens, mais c'est un peu trop sensible et effectivement, on utilise ces outils extrêmement sensibles pour arrêter un petit foyer d'un début de propagation du virus. Mais est-ce que ça a du sens dans notre société aujourd'hui, là où on se trouve dans la propagation du virus en ce moment? Pour moi, on ne pourra pas totalement arrêter ce virus. Et dans ces écoles-là, c'est souvent plutôt
une des possibilités, c'est que les enfants tombent malades, mais évidemment, si leurs parents tombent malades par après, que leurs grands-parents tombent malades après, c'est ça qu'on essaie d'éviter. Mais malheureusement, tôt ou tard, tôt ou tard, on aura tous rencontré ce virus. Et tant mieux comme cela, parce qu'effectivement, l'immunité qui aura suite à une vraie infection du coronavirus, elle sera robuste. Elle n'est pas robuste avec la vaccination et je ne trouve pas du tout que c'est justifié de laisser les enfants qui sont vaccinés retourner. Je trouve que c'est une ruse dangereuse et injuste parce que la scolarité est une chose tellement importante pour chaque parent et vis-à-vis de leur enfant. Et de forcer la main, aller leur donner ce traitement qui ne leur fait pas du bien à ces enfants. Donc, on le sait maintenant, il y a plus de problèmes avec les enfants qui sont vaccinés que ceux qui ne le font pas. Je trouve qu'on est allé trop loin. C'est ça. Loin. Et docteur Beckart, quel est votre avis sur cette question en fait? Moi, un enfant qui n'est pas malade, pour moi, a le droit d'aller à l'école. Que ce soit pour le corona, que ce soit pour la grippe, et on peut parler d'autres maladies, la gastro-entérite. Voilà, on n'est pas malade, on n'a pas de symptômes, on va à l'école. Voilà. Parce que sinon, on peut commencer à faire des trucs pour les autres maladies aussi. La gastro est très, très, est très contaminante, peut être aussi, surtout pour les bébés, il peut se déshydrater, aller à l'hôpital. Si on commence comme ça, voilà où on va encore, où on va. Hein? Voilà, donc. La vous reprochez la méthodologie politique. En fait, en substance, vous venez avec une approche médicale qu'on a toujours enseignée, c'est-à-dire qu'on commence à procéder à un acte médical parce que le test PCR est un acte médical. Voilà. Vous avez une approche de médecin en disant, voilà, je ne fais un test que s'il y a des symptômes, pas quand il n'y a pas de symptômes. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui. Tout à fait. Donc, quand l'enfant est malade, il vient chez le médecin, on fait une anamnèse, on fait un examen clinique, et si on pense au corona, au Covid, à ce moment-là, on peut faire le test PCR. Et encore là, à ce moment-là, on ne doit pas faire le test PCR dans le fin fond du nez, on peut le faire de différentes manières. Hein. Donc, on peut prendre d'autres, donc des cellules dans l'avant-nez, on peut prendre des cellules dans la bouche. Hein, donc, il y a la salive aussi. On ne doit pas aller là si loin, tout près du cerveau, pour faire le test, pour avoir de la matière pour faire le test PCR, hein, qui est polychain reaction. Hein, donc, voilà. Hein, donc, il y a différentes matériels, hein, donc de cellules qu'on peut prendre à différents endroits pour faire ce test PCR. Quoi. Et alors, si à ce moment-là, il est positif, hein, donc avec symptômes et positif pour le test PCR, alors là, on peut dire, oui, ok, il reste à la maison. Voilà. Mais et comment vous expliquez, docteur Beckart, comment vous expliquez, vous, par exemple, surtout que les experts nommés par le politique, hein, comment vous expliquez que dans la réglementation, ils vont même juste à faire une distinction moins de 12 ans, plus de 12 ans, qu'est-ce que ça change? Sur quelle base scientifique ces experts du politique se basent-ils pour dire, voilà, pour les moins de 12 ans, maintenant, pour les moins de 12 ans, les enfants sont traités de la même manière que les vaccinés. Ceux qui ont 12 ans ou 12 ans et un jour, eh ben, eux, de leur côté, le traitement va être différent suivant qu'on est vacciné ou pas. Ceux qui sont vaccinés, un test PCR, c'est suffisant, négatif, il peut aller à l'école. Celui qui n'est pas vacciné devra attendre la règle politique qui veut que vous devez faire un test après 7 jours. Est-ce que ça a du sens, ça, docteur? Et comme vous venez de dire, hein, qu'est-ce que c'est 12 ans et un jour hein, donc, c'est des protocoles qui sont politiques et pas médicaux du tout. Il n'y a aucune logique médicale. Mais ils ont pondu comment cette règle Eh bien, Paolo, c'est très facile, ça a du sens. Parce que le gouvernement a acheté des vaccins, soi-disant, des produits expérimentaux, et ils doivent les écouler.
Donc, ils ont déjà payé et donc ils doivent les écouler. Et donc, le groupe de 12 à 17 ans, maintenant, c'est à eux de les écouler dessus, malgré qu'elle n'a pas été correctement testée. Donc, ça a à voir tout simplement avec des contrats que le gouvernement a signés et qui continueront à arriver, malgré qu'il y a des effets secondaires faramineux qui sont déclarés. Donc, tous les jours, nous, on voit dans notre clinique des effets secondaires extrêmement importants, mais ça ne change rien dans le gouvernement parce que les contrats sont signés et ces produits vont continuer à arriver parce qu'il n'y a pas de clause pour dire qu'il faut arrêter les commandes s'il y a trop d'effets secondaires. Ça n'existe pas. Ça continuera à arriver et donc ils seront écoulés sur une catégorie d'âge de 12 à 17 ans, malgré que ça n'a pas eu de tests sur des tests générationnels ou pour cette catégorie d'âge, ça n'a absolument pas de sens bénéfique. Donc, si j'ai bien compris, comme le disait le ministre de la Santé, il disait que par exemple, pour le pass sanitaire, le but était d'établir des contraintes, justement dans une optique de vacciner les gens. Est-ce que vous pensez que vraiment l'utilisation des tests PCR, c'est aussi dans cette optique que les enfants se fassent vacciner? Alors, c'est ça, en fait. Oui. Oui. Malheureusement, ces tests tout le temps, parce que c'est quand même assez désagréable, ça fait partie d'une sorte je dirais, harcèlement quotidien pour vendre des produits que le gouvernement a achetés avec notre argent du public. Et c'est pour ça qu'on fait 2 tests, hein, d'ailleurs. Parce que si vous remarquez, on fait un test une journée après le contact et 7 jours après. En 7 jours, il peut y avoir une proportion de la population qui se retrouve positif au final, 7 jours après. Donc, ça augmente les statistiques. C'est le temps d'incubation. Ça permet de justifier, oui, juste, mais ça permet aussi de justifier tout ça. Dans mon exemple, il faut savoir que la personne qui a été donc positive Covid était vaccinée. Et sur les 8 personnes qui ont été contact au risque, aucun n'a été malade. Donc, ils ont tous été négatifs aux 2 tests. Alors, oui. je voulais souligner une chose, Nicolas, si je puis me permettre. Dans la mesure où ton enfant a 12 ans et plus, et dans la mesure où il était, comment dire, au secondaire, oui, donc il était au secondaire, hein, c'est ça, oui, tout à fait. Donc ça, c'est quand même un peu dommage, c'est un peu dommage. Maintenant, docteur Bate ou docteur Beckart, mais quand on regarde un peu la manière dont ces règles ont été fixées, mais en fait, est-ce que votre avis est un avis qui est isolé en disant, tiens, parce qu'on parle d'experts du politique, qu'ils ont la science infuse, mais est-ce que vous pensez que bon nombre de confrères chez vous partagent effectivement votre avis, parce que ou pas, comment ça se passe en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui ne veulent pas se faire vacciner, il y en a énormément, mais comment expliquer que des médecins disent, voilà, sont pour la vaccination pour les enfants et d'autres disent non? Comment vous expliquez ça? Paulo, je pense que la plupart des médecins font leur travail, c'est un métier d'amour et c'est un métier de dévouement. Et je pense réellement que les médecins qui conseillent leurs patients de faire cette vaccination, ils sont eux-mêmes convaincus que c'est quelque chose de bien et ils sont souvent eux-mêmes vaccinés et peut-être que parfois ils voient des effets secondaires arriver chez un confrère ou chez une personne de la famille et c'est très difficile pour eux de mettre en doute leur acte ou de dire, tiens, mais peut-être que cette maladie qui est arrivée, c'était à cause du vaccin. Parce que du moment qu'ils ont pris cette tournant de décision pour eux que c'était ça qu'il fallait faire et moi, dans l'intérêt de mes patients, je l'ai fortement recommandé de se faire vacciner.
c'est très, très, très difficile, justement par l'engagement en amour, en engagement pour son patient. C'est extrêmement douloureux de faire marche arrière et dire « Oh là là, je me suis trompé, ce produit n'était pas du tout aussi sûr et de grande sécurité que j'avais espéré. Et apparemment, il y a des problèmes ici. » C'est dur ça, c'est très douloureux pour un médecin. Et donc, c'est ce qu'on appelle, comme tu disais, Gaëtan, c'est la dissonance cognitive qui prend le dessus. Et je pense que ça arrivait chez énormément de médecins. Maintenant, il y a l'autre côté qui a été que les voix du médecin qui avaient un autre point de vue n'ont pas été entendues sur les médias et sur les réseaux Facebook. Et on n'est certainement pas seuls, hein. On n'est pas les deux seuls qui pensons ou qui avons cette vision-là. Mais il y a une peur, il y a une peur, une grande peur. Il y a réellement une peur parce que cette peur-là, c'est presque la même peur. Moi j'ai des patients, beaucoup de patients des pays de l'Est et ils sont absolument horrifiés de voir que les mêmes peurs qu'ils voyaient dans leur régime totalitaire est en train de revenir ici dans notre société. Et c'est une sorte d'omerta, de fonctionnement proche d'une société mafieuse ou en tout cas très autoritaire qui est en train de revenir. Et je crois que c'est notre rôle de choisir, d'éviter ce genre de société. Et donc, le métier de médecin doit rester un métier d'amour, ça doit rester un métier de soin, de s'occuper de ses patients et de ce qui est s'occuper individuellement de ce qui est bon pour le patient. Et ce qui se passe avec tous ces tests qu'on est en train de faire maintenant, c'est que le rôle de médecin est en train de se transformer au rôle de ce que j'appellerais les gorilles de l'aéroport, qui doivent vérifier que tu ne portes pas de petites canifs ou pas de bouteilles d'eau dans l'avion. Donc, c'est la même chose, cette rôle actuel, c'est assez écœurant. Et pour un médecin qui veut s'occuper de ses patients, ce n'est pas ça. Il n'a pas engagé son travail de médecin pour soigner les gens, pour faire un contrôle pour une société autoritaire qui met un test PCR sur un pédestal et qui dit que c'est ça ou rien, ou alors le vaccin, et sinon tu peux pas passer par là. Alors moi, je vais poser une question au docteur Beckart parce que je sais qu'elle doit partir à moins quart. Docteur Beckart, concrètement, parce que ce que dit le docteur Bate est quand même très, très important, j'ai l'impression que le politique fait maintenant de la médecine. C'est vrai. Mais comment… Tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'il fixe des règles comme ça, voilà, oui. Comme ça, mais on a mis de côté les médecins, c'est-à-dire que… non, voilà, on écoute seulement une petite partie des experts, là. Hein? On connaît certaines personnes, Valatem et tout ça, on n'écoute que cela, et les autres, on n'écoute pas. On n'a pas droit à la parole. Voilà. Et donc, il y a une règle déontologique qui est sortie le 23 janvier 2021 qui dit que tous les médecins doivent absolument vacciner ou persuader les gens de se faire vacciner ou sinon ils risquent une sanction sévère. Donc, on doit être à 100% pro, on ne peut pas être neutre en tant que médecin et certainement pas contre, ou sinon, voilà, on risque d'avoir des problèmes avec l'ordre. Oui, mais d'accord, mais alors… Donc, on est des marionnettes. Alors, voilà. Docteur, mais alors, c'est une question très importante, parce qu'effectivement, moi, je me dis ceci en tant que porte-parole de Droit et Liberté, mais comment l'ordre des médecins peuvent-ils
dire, voilà, ils sont en faveur de la vaccination, parce que agir de la sorte, c'est prendre une orientation politique. Donc, ils sont même plus neutres et indépendants On est des marionnettes, non, tout à fait. Et nous, on est utilisé, moi j'appelle ça des marionnettes. On doit faire comme eux disent et on peut même plus avoir notre propre vision ou notre propre critique. Et donc, on a maintenant ma vision à moi, le vaccin, je suis vaccinopprudente, ça veut dire que voilà, je dois donner toutes les informations aux personnes, ils ont droit, informed consent, toutes les informations, le bon côté comme le mauvais côté du vaccin, et que eux puissent, les patients, faire un choix conscient. Et alors, voilà, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ici, on n'a pas le droit d'informer les gens. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. On doit dire, vaccinez-vous, on ne peut rien dire d'autre. Donc, mais comment l'ordre des médecins peuvent-ils favoriser la vaccination alors qu'en réalité, cette vaccination dépend du profil médical de chaque patient? Comment peuvent-ils aveugler? C'est pas le bien-être des gens, c'est pas la santé qu'ils veulent, c'est une question d'argent, de Big Pharma, c'est ça. Il faut voir par qui est payé l'ordre. Qui est là au-dessus? Qui paye ces gens? Qui paye l'ordre? Ah, voilà, il faut aller voir ça. Qui paye le gouvernement, les ministres? Qui est au-dessus? Pourquoi est-ce que Pfizer est à la table de négociation quand il faut faire des mesures? Pfizer est à la table des ministres et des experts quand il faut faire des nouvelles mesures. Vous trouvez ça normal? Et les médecins, ils sont là autour de la table, les médecins. Alors, les experts, il n'y a aucun médecin généraliste. Hein. Celui-là qui est sur le terrain, il voit tout, lui, il n'a pas droit. Nous on a notre rôle de médecin généraliste, on n'a aucune place là-dedans. Alors, Nicolas, vous qui êtes citoyen, quand vous entendez les deux médecins, là, vous entendez ça, vous, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous vous dites entre les mesures prises par le politique et les experts, entre guillemets, hein, parce qu'ils ne sont pas plus experts que ici présents des médecins généralistes qui ont déjà 30 ans ou plus de 30 ans d'expérience. Hein. Mais oui, ils sont même tout à fait en haut de la pyramide. Là. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Ils ne sont même pas sur le terrain. Alors, Monsieur Nicolas, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que citoyen, par rapport à ça? En tant que citoyen, ça fait peur parce qu'on n'a plus confiance en nos médecins, parce que les médecins eux-mêmes ne peuvent plus remettre en cause les protocoles qui sont énoncés. Donc, ils doivent suivre ce qu'on leur dit. Et comme ils ont bien expliqué, si peu qui prennent une autre voie, on les censure, on les bâillonne, ou alors on les arrête tout simplement. Il y a des médecins qui ont été radiés de l'ordre des médecins parce qu'ils prescrivaient des traitements. Donc, à partir de là, en tant que citoyen, on se dit, l'ivermectine, la chloroquine, là, il y a plein de traitements qui est efficace. Vous avez des traitements précoces, enfin, je veux dire, tout ce qui est des choses basiques, quoi. Je veux dire, être en bonne santé, enfin, manger sain, de la vitamine D, enfin, il y a plein de choses qui sont à étudier. On en entend rarement parler. Donc, c'est ça. Donc, vous voulez le souci, c'est que cette crise est sanitaire. D'accord? Donc, à partir de là, c'était aux médecins et aux soignants de monter au créneau pour dénoncer la réalité du terrain. Le souci, c'est que un hôpital, ça se passe, voilà, c'est une grande famille, c'est quelque chose, et c'est difficile en tant que soignant, je peux comprendre, de prendre la parole et d'aller à l'encontre de ce que disent les médias, les gouvernements, et de montrer la réalité telle qu'elle est au final. Parce que, si vous me permettez juste un instant, il y a quand même 3 chiffres qui est quand même intéressant de reciter à chaque fois pour bien clarifier la situation. Dans les décès Covid, 80% des gens en Belgique qui sont décédés du Covid avaient plus de 75 ans. La population active, c'est des chiffres Scienzano, hein, ce n'est pas des chiffres réseaux sociaux, c'est les chiffres Scienzano, donc officiels. La population active, donc de 24 à 64 ans, c'est 7% des décès. On a fermé un pays, une économie, pour 7% de décès. C'est une population active, c'est les gens qui se lèvent le matin pour aller travailler. On parle des écoles, en dessous de 24 ans, chez Scienzano, il y a 0% de décès. 0%. C'est les chiffres de chez Scienzano. Donc aujourd'hui, on dit qu'il faut faire des tests PCR à des enfants, mais en dessous de 24 ans, il n'y a pas de décès. Enfin, il n'y a pas. En tout cas, c'est 0%. Donc, il y a vraiment extrêmement très peu de décès. Donc, pourquoi mettre tous ces protocoles avec des contraintes pour une population qui n'est pas à risque puisqu'elle ne décède pas?
Et vous, c'est un fait. Nicolas, vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez à dire aux citoyens qui nous regardent actuellement sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous entendez, par rapport à votre analyse? Qu'est-ce que vous avez à dire à leur dire par rapport à la vaccination et par rapport au test PCR? Oui. Aux citoyens, malgré qu'aujourd'hui, bon, bah, surtout en Belgique, c'est un peu tard parce que 90% presque des personnes sont vaccinées. Mais c'était surtout informez-vous. Informez-vous, éteignez la télé et cherchez les informations par vous-même. Quand vous avez des grands épidémiologistes qui parlent, qui connaissent leur travail, qui bossent là-dessus, vous ne pouvez pas remettre en cause la parole de ces gens-là. Les médecins qui viennent sur les plateaux de télé, ils ont pas vu des patients depuis des années pour la plupart. Donc, et ils ont des conflits d'intérêts en plus. Parce que quand vous parliez tout à l'heure, pourquoi les médecins ne remettent pas en cause, il faut savoir que c'est Big Pharma aujourd'hui qui finance les écoles de médecine. C'est tout. À partir de là, c'est eux qui placent à la base, par rapport aux étudiants en médecine, qui placent leur logique. Donc, c'est difficile après, quand on arrive sur le terrain pour un médecin qui s'est lancé, d'aller à l'encontre de la doctrine qu'on leur a inculquée dès le départ. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins, à mon idée, qui n'osent pas se dire, bah non, qui ne veulent pas remettre en cause, en fait, la littérature, tout simplement. Parce que oui, il y a carrément un brainwashing à l'université. Hein. Oui, des vaccins, oui, c'est tout à fait ça. Hein. Docteur Beckert, je sais que dans 2 minutes, vous devrez partir, donc je vais vous poser peut-être, si vous avez encore 4-5 minutes, et puis je donnerai la parole au docteur Bate. Mais en fait, le fait que l'ordre prenne une orientation qui risque de mettre à mal, finalement, la santé des personnes, parce qu'en réalité, vacciner des personnes qui sont immunisées, à quoi ça sert en réalité? Immuniser des personnes, voilà. Donc concrètement, est-ce que cette attitude, est-ce que d'abord, est-ce que l'ordre est compétent pour ça? Parce que l'ordre a comme compétence quand même, l'ordre des médecins a une compétence de vérifier quoi? De vérifier si les règles de déontologie sont respectées. Mais est-ce que l'ordre est compétent pour prendre une position scientifique? Parce que l'ordre, sauf erreur de ma part, n'est pas compétent pour prendre une position scientifique. Il est compétent pour vérifier si les règles… Pourtant, c'est ça qui se passe, parce que, bon, moi, je connais un collègue qui a été hier au conseil d'appel. Hein, donc, ça veut dire que dans le conseil, là, il y a 4 magistrats et 4 médecins. Hein, ça concerne le docteur Chris Gaublum. Parce que, hein, donc, voilà, donc c'est eux qui ont raison. Hein, donc, leur science est exacte, mais toute autre chose, hein, que nous, on apporte, notre vision aussi scientifique, on apporte. Ça, c'est défendu, quoi. Voilà, on est traités comme des criminels. Parce que vous, de votre côté, vous, docteur Beckert, donc si j'ai bien compris, parce que sachez que, et pour toutes celles et ceux qui nous regardent actuellement, donc il y a une conférence qui est organisée à 20h par rapport au procès lié à la sanction que vous avez eue aujourd'hui. Oui, lundi prochain, le 18. C'est ça. Donc, il y a une audience qui est prévue le 18 octobre à 14h30, cour d'appel à Schaerbeek, par rapport à une sanction. L'ordre vous a sanctionné parce que vous avez contribué à la rédaction d'un article scientifique. Voilà, c'est ça. Mais qui n'est pas 100% pro-vaccin. Voilà. Mais je veux dire, est-ce que c'est… J'ai 1 an de sanction. L'ordre m'a donné 1 an de sanction. Voilà, parce que j'ai une autre vision. Voilà, je donne mon opinion scientifique aussi. Hein. Donc, c'est tout basé sur des études scientifiques aussi. Hein. Et d'accord, mais est-ce qu'ils sont compétents pour donner… Parce que, me semble-t-il, parce que j'ai vérifié la compétence de l'ordre, et ça, on en discutera ce soir à 20h, à la conférence de 20h, en présence de votre avocat, de vos avocats et de plusieurs médecins qui seront présents. Mais est-ce qu'ils ont la compétence? Est-ce que l'ordre des médecins est-il compétent pour juger d'un article scientifique d'un membre, d'un médecin? Est-ce qu'ils ont cette compétence? Moi, j'ai vérifié à cette question, non.
Et donc, je Et pense... ils ont sur le comportement, voilà, donc ils en ont sur notre comportement. Hein? Donc, on a un autre comportement que de dire, ah, le vaccin est bien, on vaccine. Voilà. Nous, on a un autre, moi, comme je dis, je suis vaccinoprudente. Donc, ça n'est pas, ce comportement-là, selon l'ordre, n'est pas OK dans la santé publique actuelle. La santé publique, il faut absolument donc vacciner. C'est le seul moyen qui existe pour en sortir de cette soi-disant pandémie. Hein? Et si on n'est pas, voilà, si on ne suit pas cette règle, donc on est dangereux pour la santé publique. Et ce comportement-là est sanctionné. Oui, mais qu'est-ce qui a été sanctionné? Voilà. Le fait d'avoir rédigé l'article ou le fait de penser d'une autre manière que le politique? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été sanctionné? Vous parlez de comportement. Quel comportement vous avez eu, si ce n'est que de rédiger? Le fait que j'ai donné, bon, c'est vrai, c'est une question de libre expression aussi. Hein, donc, le fait que j'ai signé cette brochure, signé cet article, que j'ai soutenu ça. Mais alors aussi, donc, lié à ça, ils disent, ah, mais tu n'es pas 100% pour le vaccin alors. Hein? Si tu es d'accord avec cet article-là, tu n'es pas 100% d'accord avec la vaccination. Oui, mais d'accord. Voilà. Mais chaque médecin doit agir en fonction de ses... il n'y a pas une position scientifique unique. Il n'y a pas une position scientifique unique. On peut avoir des positions différentes. C'est ça le grand problème chez l'ordre. Voilà, normalement, un bon scientifique doit être ouvert, doit être critique. Et quand il y a des nouveautés, doit écouter plutôt que sanctionner. Ici, parce qu'on a eu autre chose, on est sanctionné. C'est pas ça c'est pas une bonne science, ça. La science devrait être toujours, se remettre en question. Et c'est pas ça qui se passe. C'est pas du tout ça qui se passe. Mais ça me paraît quand même assez fort de café. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ils ne veulent pas se remettre en question. Je l'ai senti hier aussi. Eux, ils ont raison. Et qu'est-ce que Dr. Rablou me disait? Hein? Donc, aussi des choses scientifiques, des articles scientifiques. Ça, n'acceptez pas. Voilà. Ils restent sur leur point de vue. Ils sont, voilà, c'est nous qui avons raison et vous pas. Et voilà, c'est vous qui devez changer votre manière de penser, votre manière d'être. Voilà, nous on est juste et voilà, et bloqué à la nouveauté. Voilà. On a l'impression à vous entendre que cette approche de l'ordre, c'est plutôt de la politique et pas de la science. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Hein? Peut-être qu'on est même je dis, moi, il y a eu des phrases hein, que donc c'était concernant la vaccination de la rougeole. Hein, ils ont dit à Dr. Roblum, oui, si vous n'êtes pas pour la vaccination de la rougeole, ça veut dire que vous êtes responsable des enfants qui meurent suite à la rougeole. Donc vraiment, voilà, comme ça. Donc ça veut dire, voilà, on est des criminels. Je inverse les rôles. Hein, Dr. Bate, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce que vient de dire le Dr. Beckart, même si on sait que... Ce que dit Dr. Beckart, c'est tout à fait d'actualité parce qu'il y a entre 20 et 25 médecins, surtout du côté néerlandophone, qui sont maintenant sévèrement sanctionnés, notamment pour avoir participé à la rédaction de cette fact sheet qu'on avait distribué, qui donnait quelques éléments pourquoi il fallait être prudent de ne pas nous jeter corps et âme et le métier de médecin derrière cette solution unique que vaccin pour tous. Et vous avez raison, en fait, il y a un petit problème avec l'ordre. C'était le président de l'ordre national qui avait dit « Nous prenons nos ordres de la part du gouvernement et de la part de la Commission européenne. » Alors, la Commission européenne, en matière de santé publique, et surtout ici, vaccination, ils prennent leurs ordres à partir de Gavi et de associations de Bill and Melinda Gates, qui ont d'énormes capitaux de lobbying sur l'Union européenne. Et
c'est comme ça que les instructions arrivent à notre ordre national. Et l'ordre national, il rédige justement cet avis ou cette directive pour expliquer que les médecins seront sévèrement sanctionnés s'ils ne se mettent pas derrière la campagne de vaccination pour tous, c'est-à-dire, bien sûr, ils acceptent qu'il y a certaines raisons de ne pas le faire, mais ils poussent pour avoir une vaccination de tous. Et ils le disent dans leur document du 23 janvier que c'est la seule manière de sortir de la crise, c'est que tout le monde se vaccine et que c'est la seule manière de porter un coup décisif pour éliminer ce virus, c'est que tout le monde se vaccine et qu'on ne peut pas s'imaginer de retourner à une société normale si on n'a pas tout le monde qui se vaccine. Donc, c'est les doxas qui ont été distribués par notre ami Bill Gates, qui n'est pas médecin, ok, et son collègue, le docteur Tedros, qui est chef de l'Organisation mondiale de la santé, il n'est pas médecin non plus. Le président de notre ordre national de médecins, il n'est pas non plus médecin, il est magistrat, donc il n'a pas donné le serment d'Hippocrate. Et en fait, le rédacteur lui-même de cette directive, c'est le vice-président, le docteur Michel de Neyer, qui, lui, est professeur d'éthique en pédiatrie. Donc, c'est le médecin chez qui on doit se tourner pour être sûr que les enfants ne vont pas subir un traitement qui n'est pas bien pour eux, en fait, hein. Un traitement expérimental qui pourrait faire du mal à nos enfants. La personne à qui on doit se tourner universitaire, c'est une personne comme le professeur de Neyer. Mais c'est justement ce professeur de Neyer qui dit que nous ne pouvons pas mettre en question cette idée de vaccination pour tous. C'est la seule manière d'être déontologique et de se mettre 100% derrière cette idée que c'est la vaccination qui va nous sauver, notre société, de cette méchante virus qui soudainement est apparu de nulle part. Donc, on est un petit peu mal barré avec des personnes non médecins comme ça ou des professeurs d'éthique en pédiatrie qui n'ont pas songé que c'est peut-être mieux de d'abord vérifier que ces produits expérimentaux génétiques qu'on injecte chez les enfants, que ça soit d'abord vérifié dans… Oui. Ça va. Alors, peut-être, docteur Beckert, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir assisté à la conférence. Donc, je tiens à indiquer à toutes celles et ceux qui nous voient actuellement, et puis je vais vous reprendre, hein, docteur Beckert, à toutes celles et ceux qui nous voient actuellement, donc la conférence, il y a une conférence ce soir à 20h. Donc, toutes les informations sont sur notre page Facebook de Droit et Liberté. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer à cette conférence. Docteur, merci à vous. Très important cette conférence de ce soir à 20h aussi parce qu'elle portera vraiment sur le détail de ce qui s'est réellement passé dans le cadre des décisions de l'Ordre des médecins dans le cadre de cette vaccination en masse. Merci, docteur Beckert, et à ce soir. Docteur oui, à ce soir. À ce soir, docteur Beckert. Merci à vous. Alors, docteur Beckert, et puis je donnerai la parole à Nicolas. Docteur Beckert, j'ai l'impression, en tant que citoyen d'abord, et puis porte-parole de l'association Droit et Liberté, j'ai l'impression de deux choses. D'abord, que l'Ordre des médecins, en poussant la vaccination, d'abord, elle engage sa responsabilité civile. C'est-à-dire concrètement que même si les Pfizer et compagnie se sont exonérés de leurs responsabilités, même si effectivement l'État par truchement entend s'exonérer de la responsabilité, il n'en demeure pas moins, et là je m'adresse aussi aux citoyens,
que s'il devait arriver quelque chose aux citoyens, eh bien, les citoyens pourront attraire en justice l'ordre des médecins pour demander des dommages et intérêts, parce que certes, ce sont les médecins qui ont vacciné, mais sur contrainte de l'ordre en tant que tel. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est que la vaccination, je vais dire, pour un particulier, un citoyen lambda, moi-même, je me dis en moi-même, vacciner en masse alors qu'il y a des variants qui ne peuvent pas faire face à la vaccination en tant que telle, vu que le variant, donc le virus mute systématiquement, alors que le vaccin a été calibré pour un profil spécifique de virus. Comment est-ce possible, docteur Bate, comment est-ce possible que l'ordre des médecins puisse, et ça ne tient qu'à moi, je me pose des questions, parce que c'est légitime, je suis un citoyen, c'est normal que je me pose des questions. Comment est-ce possible de dire une telle absurdité, parce que c'est vraiment de l'absurdité, c'est-à-dire dire, voilà, la vaccination, c'est la seule solution, alors que le vaccin a été calibré suivant un profil de virus et que le virus mute tous les 4 à 6 mois. Et que même certains experts l'ont clairement dit au niveau international, ils disent que ce virus ne peut pas faire face clairement à 100% à la maladie. Dr Bate, et puis je donne la parole à Nicolas. Il aurait fallu demander les vétérinaires. Ça fait 30 ans que les vétérinaires ont développé des vaccins contre les coronavirus et ils ont toujours remarqué que ça portait plus de malheur au sujet que de bien. En fait, et c'est justement parce que le coronavirus mutent énormément. Donc, ce problème a toujours existé. Mais le problème principal ici avec ces produits qu'on a mis en route ici, ce n'est pas des vrais vaccins, c'est une toute autre technique génétique où on fait fabriquer au corps cette spike protein qui est en elle-même toxique et qui peut en elle-même créer des microthromboses dans le corps. Et c'est dangereux. Le technique qu'on a inventé ici, ce n'est pas très scientifique, c'est mal pensé et ça donne des gros problèmes. Et d'être médecin et de dire qu'il y a des gros problèmes avec ce type de vaccination en ce moment, effectivement, il y a beaucoup de force et de l'argent dans la société pour faire taire cet message, parce que dans les monitoring des effets secondaires et quand j'entends de mes confrères, quand je vois de la pratique quotidienne, on voit ces effets secondaires tous les jours maintenant. Et donc, il faut réagir, il faut arrêter cette campagne de vacciner tout ce qui passe. Et il faut surtout arrêter de vacciner ces enfants parce qu'ils n'ont rien à gagner avec cela. Ils ont plus à perdre que à gagner. Alors justement, et je voulais juste dire une petite chose à Nicolas qui était intéressant. C'était qu'un ami pédiatre à moi, il avait dit que dans un crèche qu'il surveillait, c'était justement des enfants vaccinés, donc qui avaient apporté le virus. Et qu'ils avaient dû fermer c'était donc des petits que normalement on ne vaccine pas. Et ben justement, ces petits-là, ils ont testé positif et on a dû tester tout le monde dans le truc. Donc, ça arrive souvent. Et c'est pas parce qu'on vaccine qu'on s'en sort de ce problème de coronavirus. Alors, Nicolas, vous vous rendez compte, Nicolas, que le Dr Bates, quand même, il prend vraiment, il ose dire ce qu'il pense, et c'est quand même très courageux, surtout que l'ordre donne des sanctions. Et vous, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous avez à dire aux citoyens qui nous regardent actuellement en disant, voilà, regardez, il y a des médecins qui parlent et qui se font sanctionner.
quel est le message que vous pouvez dire aux citoyens qui nous regardent? Tout simplement, il faut les suivre, les soutenir. Et ça, c'est le plus important. Et on ne peut pas laisser tomber justement les seules personnes qui ont la connaissance et qui explorent autre chose. On ne peut pas les laisser tomber. Si vous reprenez il y a 1 an, il fallait applaudir les infirmières et tout ça à 20 heures pour les remercier. Elles qui n'avaient même pas une surblouse pour traiter les patients en Covid. Et aujourd'hui, dans de nombreux pays, on leur impose une vaccination. Donc, il faut vraiment soutenir les médecins. Il faut vraiment soutenir les médecins qui osent dénoncer. C'est vraiment courageux de leur part parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est comme vous en tant qu'avocat. On a des lois qui nous protègent, on a une constitution. Et aujourd'hui, les avocats qui se lèvent et qui osent dire les choses et questionner réellement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On est quand même en Belgique, il y a quand même, je suppose, des centaines, des milliers d'avocats. Et il n'y a vraiment pas grand monde qui ose prendre la parole, monter des collectifs et informer sur la réalité des choses. C'est ça qui est dingue. Bon, je précise que je m'exprime ici en tant que citoyen et porte-parole de l'association Droit et Liberté, même si effectivement j'exerce la profession d'avocat. Mais bon. Tout à fait. J'avais une petite question au docteur, justement parce qu'il parlait par rapport aux enfants des effets secondaires. J'ai entendu pas mal de médecins sur la France dénoncer énormément de myocardite et péricardite, je crois. J'avais entendu des chiffres de 5000% sur certaines tranches d'âge. Est-ce qu'en Belgique, on a des chiffres justement actuels qui relèvent une augmentation de myocardite chez les enfants qui sont vaccinés, ou est-ce qu'on n'a rien tant que maintenant? Les seuls chiffres dont je suis conscient, ça a été rassemblé en Angleterre. Et là, on ne vaccinait pas les 12 ans, en fait. Donc, je pense qu'on faisait à partir de 15 ans. Et on avait trouvé quand même 6 fois plus d'incidences de myocardite et de choses assez sérieuses donc qui nécessitaient d'hospitalisation et 6 fois plus que de cas de Covid dans cette catégorie d'âge. Donc, ça ne vaut pas la chandelle. Ça ne vaut pas. Et ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais le côté génétique, le côté générationnel, le côté fertilité, le côté de possible tératogénicité future, on n'en sait rien du tout. On n'a aucune idée. Donc, le vrai épée de Damoclès, elle est au-dessus des têtes des jeunes vaccinés en Belgique. Par erreur, parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi d'un point de vue éthique pour ces enfants. Éthique et le principe de précaution, quoi. Exactement. Pourquoi vacciner une population qui n'est pas sujet au décès ou à faire des la raison, c'était tout simplement qu'on avait acheté tous ces vaccins et qu'on a signé des contrats qui promettent qu'on va continuer à faire la promotion de ces choses, même s'il y a plein d'effets secondaires. La promotion est promise dans les contrats. Alors, donc, ça continuera parce qu'il y a beaucoup d'argent pour ça. Alors, Nicolas, quand vous entendez le docteur Bate vraiment, qui dit vraiment ce qu'il pense réellement, vous, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez par rapport aux politiques, aux partis politiques traditionnels qui ont pris la décision de vacciner les adultes, mais les enfants aussi? Qu'est-ce que vous pensez en tant que citoyen par rapport aux politiques actuelles? En tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez? Je pense par rapport aux politiciens, c'est la façon dont ils ont réagi. Une chose que moi, en tout cas, pour moi, c'est sûr, c'est qu'ils n'ont pas œuvré pour nous protéger. Ils ont peu œuvré pour nous protéger. Il y a plein de choses qui sont des protocoles qui sont complètement contradictoires. Enfin bon, ça fait 19 mois maintenant qu'on est là-dedans. Je veux bien croire qu'au départ, on peut faire des erreurs politiques parce que bon, on est dans l'urgence, mais pas au bout de 19 mois. On a quand même des retours et puis c'est mondial, il y a quand même beaucoup de pays. Donc, si réellement le politique voulait réellement nous protéger, ils appliqueraient déjà les principes de précaution, ils regarderaient les personnes sujets à risque. Et enfin voilà, les politiciens, pour moi, voilà, vous l'avez expliqué et le docteur l'a redit, hein,
quand on vous dit à longueur de journée que la seule solution, c'est de vacciner en masse, faut bien se rappeler que c'était les propres mots de Bill Gates en avril 2020. Donc déjà, avril ou mai 2020, alors que les vaccins n'étaient pas du tout encore là, cet homme-là disait la seule solution, c'est de vacciner la Terre entière pour revenir, et on ne reviendra même pas à la vie d'avant. Donc, et quand on voit qu'aujourd'hui, l'ordre des médecins, les politiciens reprennent ce discours, que voulez-vous faire? Ils sont aveugles, ils sont sourds, ils foncent dans leur plan. Enfin, je sais pas. Ils foncent. Vous avez encore confiance à ces partis? Ça, c'est la non, question. je n'avais déjà pas confiance avant aux politiciens. Je me méfiais des médias. Une chose positive quand même qu'on a appris, qu'on a un citoyen plus ou moins éclairé et qu'on écoute d'autres choses, c'est que aujourd'hui, voilà, les médias sont complètement avec le politique. On peut vraiment parler d'une forme de dictature de toute façon. Quand vous regardez en Australie, par exemple, ils ont des camps pour les gens pour les mettre en quarantaine, quoi. Il y a une répression qui est terrible et féroce en Australie. On tape sur la population, on a obligé tous les travailleurs à se vacciner, sinon ils perdent leur métier, ils n'ont plus d'emploi. Donc c'est vraiment du chantage. Si réellement c'était que sanitaire, les gens se vaccineraient d'eux-mêmes. Si la maladie est grave, je veux dire, par la logique, on irait se faire vacciner. Pourquoi on coupe les revenus aux gens? Pourquoi on impose certaines choses? C'est ça qui est bizarre. Donc non, je n'ai plus confiance aux politiques. Vous n'avez plus confiance. Ni aux médias traditionnels, je veux dire. Mais vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus confiance? Mais je vais peut-être, Dr Bitt, je vois que vous avez des urgences également en tant que médecin. On va vous saluer, mais en tout cas, merci à vous, docteur. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas d'urgence médicale, bien évidemment, il y a la conférence de ce soir à 20h où seront présents le docteur Bitt, le docteur Bouillon, les avocats par rapport au procès, disons, des médecins qui ont été sanctionnés par l'ordre des médecins pour avoir donné un point de vue scientifique. N'hésitez pas, si vous êtes disponible, de tout cœur, nous vous attendons sur notre plateau. Voilà, mais merci déjà, un grand merci à vous, docteur, d'avoir assisté à la Minute de Paolo tous les mardis à 17h. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Et je vais là voir un de mes patients que j'aime beaucoup, qui a plus de 100 ans et qui a eu fait le Covid, mais il commence à tousser maintenant. Je vais vite aller voir qu'il reste en bonne forme. Allez-y, docteur, allez-y et soignez bien la population. Merci à vous, docteur. Merci. Merci, docteur. Alors, Nicolas, voilà, écoutez, c'est vrai que si vous deviez donner le mot de la fin, Nicolas, par rapport à tout ce qui s'est dit, l'utilisation des tests PCR non fiables, discriminer les enfants, l'ordre des médecins qui pousse à la vaccination, les quelques médecins qui parlent sont sanctionnés et risquent même leur métier. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est le mot de la fin, si vous deviez donner le mot de la fin en tant que citoyen? C'est difficile de se prononcer sur un mot de fin. J'aurais voulu revenir sur 2-3 petites choses, si vous le voulez bien, au niveau juridique par rapport au protocole justement qu'on impose dans les écoles, parce que je crois qu'il y a plein de parents aujourd'hui déjà qui n'osent pas, comme on s'était dit au téléphone, aller voir un avocat pour se renseigner si les protocoles sont légaux, ce qu'il y a moyen de faire en réalité. Et moi, j'avais 3 points à soulever. Le tout premier, c'est, bon, voilà, vous êtes avocat, vous connaissez cette chose-là. Sur quel article de loi réellement se réfère le protocole des PSE pour imposer ce protocole? Ça va complètement à l'encontre de l'article 146 de la Constitution que moi j'avais relevé, qui dit « Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi ». Alors, s'il y a une loi qui impose le protocole en place, voilà, c'est une chose. Mais ma question, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une loi derrière tout ça? Le deuxième point, c'était ce protocole qui viole le secret médical, qui porte une discrimination sur les élèves
et qui va encore à l'encontre de la Constitution, parce que l'article 22 bis, qui dit que chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et des services qui concourent à son développement, dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale. Donc, un enfant qui est négatif, qui a fait un test, qui n'a pas de symptômes, qui n'est pas malade, je veux dire quand même, ce qui est primordial, c'est qu'il retourne à l'école et qu'on lui donne de l'enseignement. Donc voilà, ce protocole-là, il viole tout ça. Et le troisième point qu'on n'a pas parlé, mais je trouve qu'il serait intéressant aussi, c'est cette dénonciation sanitaire. Parce que nos enfants sont accusés d'être un contact haut risque, mais sans même nous consulter. Est-ce que légalement, on peut soumettre à une personne un protocole sans l'avoir consulté sur la véracité des dénonciations? Parce que demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre enfant, il a un copain à l'école qui est positif et qui ne s'entend pas très bien avec, il peut très bien dire bah, « j'étais en contact étroit avec un tel ». Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, juridiquement, quand on vous accuse, on vous sollicite au moins pour dire est-ce que c'est vrai que votre enfant était en contact? Enfin, et là, il n'y a pas de… Voilà, c'est vous avez été contact au risque, respectez le protocole et faites ce qu'on vous dit. Alors, moi, je vais répondre aux trois questions de manière précise. La première, c'est que d'abord, l'utilisation du test PCR, c'est d'abord un acte médical. Et c'est un acte médical qui devrait, suivant l'avis de plusieurs médecins, qui doit être préalablement établi par un médecin pour ensuite donner un diagnostic global. Donc, c'est-à-dire que concrètement, normalement, le test PCR doit être en fait, quant à sa pertinence au niveau de son utilisation, doit être décidé en réalité par un médecin. C'est ce que plusieurs médecins ont dénoncé depuis le début de la crise, et ce n'est pas le politique sur base d'un chiffre, c'est-à-dire par exemple une distance d'1,50 m qui permettra d'établir qu'il y a une utilité médicale ou pas. Ça, c'est une première chose. Donc, il s'agit d'un acte médical qui nécessite l'intervention d'un médecin. Donc, quelle est la pertinence de ce protocole? Bon, ce protocole doit tenir compte bien évidemment du droit positif belge. Il doit tenir compte, vous avez invoqué effectivement l'article 22 bis, où les décisions qui sont prises doivent, d'abord il faut en discuter avec l'enfant, et il faut que ça doit être un intérêt, donc c'est-à-dire qu'il faut que ce soit l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en considération dans les prises de décision. Or, effectivement, le protocole de vaccination et les décisions politiques qui en résultent et les décisions réglementaires qui en résultent ne sont pas, me semble-t-il, et ça ne tient qu'à moi, mais quand je regarde un peu la manière dont l'article 22 bis a été rédigé, n'est pas conforme à la Constitution. Elle n'est pas conforme. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'enfant ne forme pas d'effets graves de la maladie, et à partir du moment où la circulation du virus est ralentie, c'est-à-dire que n'est pas le même que pour les adultes, ça a pour conséquence qu'on ne peut pas dès lors priver l'enfant du bénéfice de l'article 22 bis de la Constitution, mais aussi de l'article 24 de la Constitution, qui prévoit que l'enfant doit bien évidemment bénéficier d'un enseignement et de le priver pendant une semaine ou 10 jours de l'enseignement en tant que tel. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en substance, pour ma part, me semble-t-il clairement, en tant que citoyen et porte-parole de l'association Droit et Liberté, nous estimons que le protocole de vaccination est contraire à l'article 22 bis de la Constitution, est contraire à l'article 24 de la Constitution. Clairement. Alors, comment ça se fait que ce protocole est établi? Eh bien, il est établi, pourquoi? Parce que concrètement, le rouage des juridictions administratives sont établis d'une manière telle que ce droit, que tant que ces actes ne sont pas attaqués devant le Conseil d'État, eh bien, concrètement, ils sont toujours d'application. Donc, vous avez des dispositions qui sont obligatoires, mais tant qu'on n'exerce pas un recours pour annuler ces arrêtés,
eh bien, concrètement, ils sont toujours d'application et donc vous avez des arrêtés qui sont en fait contraires à la Constitution, mais qui sont applicables. Mais le problème aussi, c'est que les avocats qui exercent des recours devant le Conseil d'État, eh ben, ils ne peuvent pas utiliser, en tout cas difficilement, et d'ailleurs c'est pour ça que ça a été refusé la plupart du temps devant le Conseil d'État, parce que l'urgence ou l'extrême urgence, dans le cadre d'un droit fondamental, ne constitue pas des critères au niveau de l'urgence. Et donc, ça a été rejeté notamment pour cette raison. Donc, ça, c'est un premier point, un élément de réponse. Alors, le deuxième élément de réponse aussi, c'est que je renvoie à ce que disait l'éminente spécialiste des droits et libertés, le professeur François Stulkens, qui était l'ancienne présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, donc ce n'est pas n'importe qui, qui disait que les droits fondamentaux, donc chaque droit fondamental doit être respecté et l'un ne prime pas l'autre. C'est-à-dire que le droit à la santé ne peut pas primer sur le droit à l'enseignement ou le droit de circuler. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense en tant que citoyen et porte-parole de l'association Droit et Liberté? C'est que le fait au nom de la santé, parce que le politique vient avec la santé, au nom de la santé, de priver le droit à l'enseignement ou de priver le droit de circuler, eh bien, c'est contraire à l'article 22 bis et l'article 24 de la Constitution. Et je me rallie à l'éminente spécialiste des droits et libertés constitutionnels. C'est évident. Il suffit de regarder la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour s'en rendre compte. Alors, moi, je suis quand même aussi, et je terminerai sur ce point, c'est que je suis quand même assez étonné qu'autour de la table, au niveau des négociations politiques, on a 2-3 experts, toujours les mêmes, qui ne sont en fait des experts parce que c'est nommé par le politique, mais on n'a pas autour de la table tous les corps de spécialistes, dont notamment des médecins indépendants. Il y en a énormément qui n'ont pas la même vision que le politique. Alors, je suis quand même assez étonné que des juristes indépendants ne puissent pas prendre la parole autour de la table démocratique. En fait, pourquoi? Parce qu'un juriste qui se mettrait autour de la table, entre vous et moi, Nicolas, un juriste, moi-même, je suis autour d'une table dans une émission de télévision, croyez-moi que ça va péter des flammes. Pourquoi? Parce que très simplement, ces politiques, bien évidemment, font n'importe quoi. Encore il y a une semaine, la ministre Montréal a dit, et je l'ai qualifié, cette déclaration, comme étant une grave connerie juridique, une grave connerie. En fait, elle raconte des conneries juridiques. En tout cas, cette connerie-là, elle est clairement grave. C'est-à-dire, je rappelle, cette connerie où elle disait que les citoyens qui appliquaient le Covid Safety Ticket alors qu'en réalité, il n'y a pas de loi ou de décret obligatoire, eh bien, ce n'est pas illégal d'appliquer le Covid Safety Ticket. Mais ça, c'est complètement contraire à la Constitution, vu que la restriction d'un droit fondamental nécessite l'intervention du législateur. Et donc, là, encore une fois, le ministre en tant que tel, là, encore une fois, on bafoue les institutions démocratiques et le Parlement en tant que tel, qui est censé représenter la nation, mais qui visiblement ne réagit pas à ces déclarations. Non, ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Et puis, personne n'est là pour les contredire. Et puis, sur les plateaux de télé, de toute façon, ils trient à l'entrée. Donc, voilà, je doute qu'ils vous invitent sur un plateau pour débattre de tout ça. Ben, écoutez, ça fait 1 an que nous informons les citoyens et ça fait 1 an que nous sommes entendus que des citoyens et pas des médias. Et donc, visiblement,
les médias et le politique se donnent la main, visiblement. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, ça peut intéresser les citoyens. Hein, donc, mais je suis à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions, Nicolas? Non, d'autres questions pas. Bah, c'était voilà, c'était vraiment mettre quelque chose en place, comme vous m'aviez parlé d'une lettre pour les directeurs d'école ou quoi que ce soit, pour qu'en tant que citoyen, on ait une arme. Parce que voilà, comme je vous avais expliqué, le vendredi, quand je voulais remettre mon enfant en classe, je ne savais pas réellement sur quel pied danser au niveau légal. Est-ce que je pouvais aller imposer que mon enfant aille à l'école, ou est-ce que le protocole prime par-dessus? Enfin voilà, nous en tant que citoyens, on n'a pas de vue là-dessus. Donc c'est vrai que si vous avez une lettre à mettre en place pour donner au directeur d'école en disant voilà, qui se base sur des textes légaux, je veux dire, c'est un appui pour nous en tant que citoyens et en tant que parents. Alors, par rapport à ça, il faut nuancer deux choses. C'est ça qui est important. Il faut savoir qu'on est dans un système où les règles de droit s'appliquent. C'est-à-dire que la démocratie, c'est ce qu'on appelle le respect des règles de droit. Bon, je comprends très bien que le politique ne respecte pas la Constitution. Ça, c'est une clarté dans le sens où, comme le disait l'éminente spécialiste, Françoise Dulkens, clairement, le droit de la santé ne peut pas primer sur la libre circulation des personnes ou l'atteinte à un droit fondamental. Mais il n'en demeure pas moins, et comme je viens de vous le dire, c'est que tant que ces actes réglementaires ou ces décrets qui sont votés au Parlement sont adoptés, le problème, c'est qu'elles s'appliquent même si elles sont contestables juridiquement. De sorte que les écoles qui reçoivent des subsides de l'État ne peuvent pas se faire taper sur les doigts. Même si de bon droit, même si une argumentation juridique peut être mise en place, il n'en demeure pas moins que l'état de droit est tel que vous devez respecter la règle qui a été établie par les instances démocratiques, c'est-à-dire le Parlement. Bon, maintenant, le citoyen pourra sanctionner les députés qui ne réagissent pas et qui finalement suivent systématiquement les ministres, mais il en demeure pas moins. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que si par exemple, il y a une masse de parents, comme vous par exemple, une masse de personnes, une mobilisation des citoyens, justement, qui veulent se mobiliser, bien évidemment, on peut le faire, cette lettre, mais l'envoyer de manière sporadique, ça n'a pas de sens et de pertinence juridique, vu qu'eux vont vous invoquer qu'il y a une norme obligatoire et ils sont des victimes dans le sens où ils doivent appliquer les règles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je pense que la chose à faire, c'est de pouvoir s'unir, et je m'adresse ici à tous les collectifs, à toutes les associations, à tous les parents qui nous entendent aujourd'hui, d'adhérer à l'association Droit et Liberté. Parce que plus nous sommes, plus nous aurons la légitimité dans ce que l'on dit. C'est-à-dire que concrètement, si nous avions, si nous étions, comment dire, à 50 000 personnes adhérents dans Droit et Liberté, nous aurions pu dire, écoutez, là, on dit non. Mais tant que les citoyens ne se rendent pas compte qu'en restant isolés, en restant séparés l'un des autres, en continuant en restant isolés, concrètement, on restera dans cette situation-là. Tant qu'il n'y a pas de solidarité, tant qu'il n'y a pas d'unicité, bien évidemment, cette crise va durer des mois, voire même des années. Et donc, pour terminer, je tiens à indiquer que c'est pour ça que ce soir, il y a une conférence à 20h. Donc, vous pouvez vous inscrire à la conférence par le lien qui est repris dans notre page Facebook Droit et Liberté. Il y a ce lien-là. Inscrivez-vous à cette conférence, montrez que vous êtes là, montrez que vous soutenez les médecins. Parce que la première chose qu'il faut faire, Nicolas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qu'il faut faire, c'est de soutenir les médecins qui osent dire la vérité, osent dire leur point de vue scientifique.
Parce que si nous ne soutenons pas les médecins qui ont été sanctionnés, bien évidemment, nous risquons visiblement de passer à la trappe. Et ça ne sera plus l'obligation vaccinale pour le personnel soignant et le corps médical, mais puis ça sera pour toute la population en tant que telle. Tout à fait. La vaccination obligatoire, vous avez le Covid-Safe qui se met en place, donc après c'est la restriction des lieux, enfin du sport, voilà. Si vous n'êtes plus vacciné, après vous avez accès à plus rien du tout, quoi. Donc socialement, vous êtes mort, quoi. Voilà. Donc, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils le font de manière progressive. C'est-à-dire, s'ils auraient imposé cette vaccination ou un Covid-Safe il y a 8 ou 9 mois, d'un seul coup, la population se serait peut-être dit « mince, il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais là, les mesures sont progressives. Donc, les gens se laissent endormir, embarquent dans la chose et ne voient pas de mal au final, quoi. Je comprends. Mais donc, c'est pour ça, Nicolas, il faut soutenir les médecins. Il faut soutenir les médecins. Il y a un procès, contre notamment un des médecins, le docteur Beckart, qui a rédigé cette note scientifique pour avertir la population par rapport à la dangerosité potentielle du vaccin en tant que tel. Et donc, je pense qu'il est de notre devoir, nous, en tant que citoyens, de soutenir ces médecins-là. Et donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Partager, parce que partager, ça signifie tout simplement donner l'information, d'être transparent dans l'information. Donc, partagez cette vidéo en masse dans tous les groupes de Facebook, par Instagram, par mail, etc. Et rejoignez-nous à la conférence de ce soir à 20h concernant le procès, en tout cas concernant le procès du docteur Beckart. Il y aura plusieurs médecins, il y aura leurs avocats, et donc vous aurez un point de vue éclairé et indépendant de la situation. Écoutez, Nicolas, merci à vous d'avoir assisté à la Minute de Paolo tous les mardis à 17h. Merci de l'invitation. Et merci, un grand merci, parce que c'est ensemble que l'on peut avancer. Tout à fait. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Paolo.